Donc, bonjour à tous, à toutes, bienvenue dans notre webinaire comment rénover avec des écomatériaux. Donc comme je vous ai expliqué, donc il y a une zone en bas pour converser avec une personne qui répondra aux questions du chat. Je vous demanderai de mettre vos micros sur muet et de désactiver vos vidéos. Et vous pouvez mettre en mode plein écran en haut si vous le souhaitez pour voir la présentation en plus grand. Donc si le son est de mauvaise qualité, vous pouvez nous appeler directement pour avoir la présentation via téléphone en fait. Garder l'image mais avoir la présentation téléphonique. Je vous mets ici voilà, le lien, vous l'avez dans le chat, le lien pour ce qu'il faut faire pour avoir la présentation au niveau téléphonique. Donc, Zoom, voilà, converser, muet, toutes ces informations-là, vous les avez. Si vous avez un souci, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et puis les conseillers vous aideront. Comme déjà... Oui, Monsieur Mejri, effectivement, doit intervenir. Effectivement. Donc, on vous enverra la présentation comme on vous l'a dit, ça sera enregistré et ça sera disponible sur notre site et sur YouTube. Donc, vous aurez tous les liens qu'il faut. On va commencer. Donc ce webinaire, il est présenté par des conseillers de l'Agence locale de l'énergie et du climat et un conseiller de la Maison Énergie Habitat Climat, donc qui sont deux structures qui ont pour mission une mission de service public auprès des particuliers, des collectivités et des professionnels, notamment via des conseils notes gratuits. Et donc les intervenants, ça va être moi, ça va être Samy Mejri, et puis il y a Anaïs Nunez qui sera sur le chat et qui répondra aux questions qui seront posées. Les missions principales de la Maison Énergie Habitat Climat et de l'Agence locale de l'énergie et du climat sont le service public de la rénovation énergétique via le réseau FER, l'accompagnement des communes via le conseil en énergie partagée, l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique et la mobilisation des acteurs dans la transaction immobilière. Donc ça, c'est tout ce qui est secteur bancaire, secteur immobilier, via le programme Actimo. Et le programme, pour ceux qui le demandaient, donc on va parler une petite partie de contexte et enjeux, une partie après sur les écomatériaux, donc la définition et les avantages de ces matériaux-là, des exemples d'écomatériaux, et puis une partie sur les idées reçues qu'on a sur ces matériaux-là, en essayant d'y répondre de manière la plus claire et la plus simple possible. Et puis à la fin, comme je vous ai dit, les questions qui n'auraient pas été traitées, on pourra essayer d'y répondre par la suite. Donc, contexte et enjeu, je vais laisser mon collègue Samy. Ouais, merci Olivier. Bonjour à tous, moi je suis Samy Mejri, conseiller auprès des particuliers à l'ALEC Marseille. Donc rapidement, quelques mots sur le contexte et les enjeux des écomatériaux. Donc comme vous le savez certainement, on vit une crise écologique majeure et le réchauffement climatique n'a jamais été un enjeu aussi important. Il est donc urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc les consommations d'énergie. On voit bien sur les deux diagrammes de droite que les énergies fossiles représentent une écrasante majorité de l'énergie qu'on consomme. Et il se trouve que le secteur du bâtiment est le secteur le plus gros consommateur d'énergie, avec 45% des consommations totales à l'échelle nationale. Il convient donc d'y concentrer nos efforts. Pour aller dans ce sens-là, la loi de transition énergétique impose une réduction de consommation d'énergie de 50% entre 2012 et 2050 et fixe un objectif de 500 000 rénovations par an. Donc, il y a un objectif de massification de la rénovation et qui va s'accompagner du coup par un besoin croissant de matériaux isolants. Donc, tant qu'à isoler, autant le faire avec des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, parce que la plupart des matériaux dits conventionnels sont assez émetteurs de CO2 et sont en quantité finie. Donc, c'est des matériaux qui sont non renouvelables. Voilà un peu pour le contexte. Alors bon, il se trouve que les écomatériaux répondent à pas mal des enjeux, notamment
celui du réchauffement climatique, puisque ces matériaux présentent des cycles de production moins émetteurs en termes de CO2. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc l'énergie grise, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire lors du cycle de vie d'un matériau, d'un produit. Donc ça comprend à la fois la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport et la mise en œuvre. Ça comprend aussi l'entretien et le recyclage. Les écomatériaux peuvent aussi parer l'épuisement des ressources, parce que souvent, il s'agit de matériaux recyclés ou organiques, comme on va le voir par la suite. Il va y avoir une augmentation des besoins qui accompagne la massification de la rénovation. On a une diminution aussi des impacts sanitaires, puisque les écomatériaux ont un impact moindre, notamment par rapport à la pollution chimique qu'elles engendrent pendant leur production. Et puis, on a d'autres avantages comme la mise en place d'économies circulaires ou la création d'emplois locales. Donc voilà, dans les grandes lignes, un peu les enjeux et en quoi les écomatériaux permettent d'y répondre. Je laisse la parole à Olivier pour vous parler plus en détail de ce qu'est un écomatériau. Voilà. Donc les écomatériaux, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut définir on va dire une définition, ou en tout cas essayer d'expliquer, essayer de définir ce que c'est. Donc un écomatériau, c'est déjà un matériau de construction. On parle bien de la construction ou de la rénovation, mais on parle d'un matériau de construction qui répond à des critères notamment techniques qui sont de la construction, mais aussi à des critères environnementaux tout au long de son cycle de vie. Donc on voit à droite une grande famille, on va dire, d'écomatériaux qui est constituée par trois petites familles. Les matériaux qu'on appelle biosourcés, les matériaux recyclés et les matériaux locaux ou en circuit court. On va les définir les trois par la suite et on donnera des exemples de ces trois familles par la suite. Mais on peut voir que certains matériaux peuvent être biosourcés et recyclés, certains matériaux peuvent être biosourcés et locaux. Donc certains, on va dire, sont plus dans le centre des écomatériaux et ont des capacités bien meilleures. Et puis après, cette définition, elle permet aussi d'essayer de voir les limites de cette définition-là, puisque est-ce qu'on peut parler par exemple de polystyrène recyclé? Est-ce que ça serait un écomatériau? Du ciment qui vient d'une cimenterie locale, est-ce que ce serait un écomatériau? Donc là aussi, la définition elle est assez large et parfois on est un peu à la limite selon comment on considère les choses. Cependant, on peut définir une liste qui est non exhaustive, bien sûr, mais d'écomatériaux, donc tout ce qui est d'origine au niveau du bois, du chanvre, voilà, vous voyez la liste, le liège, la laine de mouton, enfin, il y a tout un tas d'écomatériaux, on va les voir plus en détail par la suite. Le dernier, par exemple, la chitosane, en fait, c'est un isolant, enfin, c'est une production liée avec les carapaces des crevettes. Donc voilà, c'est vraiment très très large. Il y a des études qui sont faites là-dessus, donc il y a beaucoup de choses et le panel est vraiment très large au niveau des écomatériaux. Je vais laisser Samy parler des parois performantes. Alors, Samy. Donc Samy, donc sur les parois performantes, donc une paroi, elle est performante si elle arrive à gérer les trois flux qu'on peut voir ici. Donc, ouais, je te laisse, Samy. Ouais, en fait, je ne peux pas activer mon micro tout seul. Ah, je sais, du coup, il faudra que tu désactives. Ouais. Alors, ouais, du coup, une paroi, elle doit répondre à trois fonctions principales. Donc, d'abord, il y a une performance thermique qui consiste à tout bêtement éviter que la chaleur ne sorte en hiver pour économiser l'énergie de chauffage, mais aussi éviter que la chaleur ne rentre en été pour éviter des surchauffes. Ça, c'est un aspect qui est bien souvent négligé, l'aspect confort d'été, qui est pourtant un enjeu majeur dans notre région. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est l'étanchéité à l'air, pour éviter les pertes de chaleur par convection et les infiltrations d'air parasites qui sont source d'inconfort en hiver. Et enfin, on a les performances hygroscopiques qui sont en gros la gestion de l'humidité qu'Olivier va vous détailler juste après. Voilà, donc sur le flux de vapeur d'eau, effectivement, c'est un point important. La vapeur d'eau, elle est présente naturellement dans les logements, du fait de l'activité humaine notamment. Et cette vapeur d'eau, elle va avoir tendance à aller de l'intérieur des logements vers l'extérieur des logements, et donc de traverser les parois du logement. Donc si on se place dans le cas de l'hiver, elle va donc aller du chaud vers le froid.
Mais l'air froid, en fait, il peut contenir moins de vapeur d'eau que l'air chaud. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur le schéma. En fait, un air à 20 degrés à 50% d'humidité, si on diminue sa température, à 10 degrés par exemple, il va être à 100%, et si on diminue encore sa température, l'excès d'humidité, elle va se transformer. L'excès de vapeur d'eau va se transformer sous forme liquide. Donc le surplus de vapeur d'eau va se condenser. Et ça, on essaie de l'éviter. Donc, il y a deux moyens. Soit on diminue la quantité de vapeur d'eau en ventilant, par exemple, ou soit on essaie que la température reste supérieure au point de rosée, au point auquel ça se condense. Donc, il y a plusieurs solutions, mais ce n'est pas tout de suite qu'on va en parler. Mais voilà, en tout cas, l'humidité, il faut bien comprendre qu'il faut la gérer, et les parois doivent être construites en gérant ces flux-là. Si on prend le cas d'un mur ancien, par exemple, un mur ancien qui est non isolé, ici, donc, il va y avoir des remontées capillaires, on a de la vapeur d'eau dans le logement. Si le mur est non isolé, forcément, aux abords de l'extérieur, comme il fait froid en hiver, on va avoir de la condensation, on va avoir de l'eau liquide. Si l'enduit est capillaire, l'eau va pouvoir s'évaporer et l'eau va pouvoir être évacuée, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Les murs ont été construits comme ça depuis très très longtemps, il n'y a pas vraiment de problème si on n'a pas des enduits ciment ou d'enduits comme ça. Par contre, si on vient rénover ce mur-là et qu'on vient mettre un enduit ciment, par exemple, qui n'est pas capillaire, et si on met un isolant, par exemple, laine minérale qui elle, est perméable mais pas capillaire, donc qui ne laisse pas transiter l'eau liquide, on peut avoir des problèmes puisque l'eau va toujours se condenser ici, la vapeur d'eau aux abords de l'extérieur. Et si on ne peut pas l'évacuer, ça peut après dégrader la paroi, notamment les liants, notamment l'isolant, notamment plusieurs choses. Donc voilà, il faut vraiment rénover avec des matériaux adaptés, surtout lorsqu'on a des murs anciens qui sont sensibles à l'eau liquide. On parlait de perméabilité. Donc la perméabilité, c'est la capacité d'un matériau à laisser transiter la vapeur d'eau, à ce que la vapeur d'eau puisse traverser le matériau. Et l'avantage des écomatériaux, on les voit sur la partie de droite, c'est que la grande majorité des écomatériaux sont perméables à la vapeur d'eau, laissent transiter la vapeur d'eau, laissent passer la vapeur d'eau à travers. Donc ça, c'est un point intéressant puisque on ne va pas se retrouver avec la vapeur d'eau qui va être bloquée par l'isolant. Et donc, ça peut être, en tout cas, c'est une caractéristique assez intéressante. Je laisse Samy parler du confort d'été. C'est encore désactivé. Samy. Hop. Ouais, alors, donc le confort d'été, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu assez important dans la conception des logements, surtout dans le sud. Donc, il y a une des notions qui est importante de comprendre, c'est la notion de déphasage thermique. Donc, le déphasage thermique, c'est la capacité des matériaux composant l'enveloppe de l'habitation à ralentir les transferts de chaleur. Donc, ça représente en gros la durée entre le moment où la température est la plus élevée à l'extérieur et celui où elle est la plus élevée à l'intérieur. Donc, le déphasage thermique, il se compte en heures. Et on voit bien que là, si on compare des matériaux très utilisés dans l'isolation, la ouate de cellulose, la laine de roche et la laine de verre, on observe que la ouate de cellulose a un déphasage thermique beaucoup plus intéressant que ses homologues conventionnels. Donc, pour comprendre le déphasage thermique, il faut comprendre d'autres notions qui sont liées aux caractéristiques des matériaux. Donc, diapo suivante. Voilà, donc en fait, là, on observe en rouge, en gros, vous avez la température extérieure, donc qui varie énormément. L'enjeu du déphasage, ça va être de lisser cette courbe de manière à maintenir une température confortable et relativement uniforme tout au long de la journée. Donc, diapo suivante, voilà. Alors en fait, ça c'est un peu la théorie. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un bon déphasage thermique? Donc ça c'est lié à l'inertie thermique. L'inertie thermique d'un matériau, ça représente en gros sa résistance au changement de température. C'est directement lié à la chaleur spécifique ou encore à la capacité thermique massique. En gros, c'est la quantité d'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'un matériau pour augmenter sa température de 1 degré. Et donc, cette capacité thermique massique est liée à la densité,
qui s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Donc, en gros, on estime qu'on va avoir un matériau présentant de bonnes capacités en termes de confort d'été quand on a une densité minimale à partir de 50 kg par mètre cube et une chaleur spécifique supérieure à 2000 joules par kilogramme par Kelvin. Donc là, on voit sur ce tableau, par exemple, en comparant la laine de bois, la boîte de cellulose, la laine de verre ou de roche et le polystyrène, on voit bien qu'en termes d'efficacité en hiver, sur le confort d'hiver, vous avez la colonne conductivité thermique qui représente en gros la capacité d'un matériau à retenir la chaleur. On va avoir des performances relativement similaires. Par contre, la grosse différence, ça va se faire au niveau du confort d'été, puisqu'on voit bien que la laine de bois et la boîte de cellulose sont beaucoup plus denses et présentent des capacités thermiques bien plus importantes que la laine de verre ou le polystyrène. Donc ça, ici, je pense qu'il y a une erreur. Je pense que c'est plus que 26 ici. Il va y avoir une erreur sur notre tableau. On la corrigera. Ouais. On la corrigera dans le PowerPoint. Effectivement. Mais tout ça pour dire que, sur ce tableau-là, si vous prenez en compte seulement le confort d'hiver et la diminution des déperditions thermiques, alors oui, effectivement, il semblerait que n'importe quel matériau fasse l'affaire. Seulement, si on prend en compte le confort d'été, on voit bien qu'il y a une large préférence pour la laine de bois ou la boîte de cellulose. Donc ça, c'était un peu sur les avantages des écomatériaux en termes de confort d'été, en termes d'inertie et en termes d'humidité. Si on regarde un peu les trois grandes familles qu'on a identifiées comme écomatériaux, on va commencer par la première, donc les matériaux qu'on appelle biosourcés. Les matériaux biosourcés, là, il y a une définition qui est normée, qui est officielle. C'est un produit en matériaux entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d'origine biologique. Donc la matière d'origine biologique, ça va être tout ce qui est biomasse animale ou végétale. Donc c'est défini par tout ce qui bouge, qui pousse. On voit tout ce qui est lié à l'agriculture, lié à la sylviculture, céréales, chanvre, bois, etc. Mais dans cette définition-là, là aussi, on peut voir une limite, c'est que dans le partiellement, si on prend par exemple le cas d'une laine de verre avec 5% de laine de bois, par exemple, dans sa constitution, est-ce que c'est un matériau biosourcé ou pas? La définition dit oui. La définition n'intègre pas une quantité minimale de matière d'origine biologique. Donc là aussi, il faut un peu se méfier, mais en tout cas, la définition officielle, c'est ça. Sur l'énergie grise, je vais laisser Samy en parler. Oui, alors du coup, l'énergie grise, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est donc, je rappelle, l'énergie nécessaire lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit. Et on observe clairement sur ce graphique que les matériaux biosourcés se placent plutôt donc à gauche de ce graphique, ce qui montre bien qu'en fait, pour fabriquer la même unité fonctionnelle de matériaux biosourcés, on va avoir besoin de beaucoup moins d'énergie, donc on va émettre beaucoup moins de CO2. Ce qui les rend, d'un point de vue environnemental et écologique, beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc là, on va prendre un exemple d'isolant biosourcé, donc les isolants en fibre de bois rigides. Ces isolants-là, donc leur composition, c'est donc 95% de bois. Et puis après, il y a un peu de résine polyuréthane pour apporter le liant, pour lier les fibres entre elles et pour qu'elles conservent leur rigidité. C'est issu de la valorisation des chutes de bois. Et par contre, le point un peu négatif de ces isolants-là, c'est qu'il y a une consommation d'énergie qui est non négligeable, puisqu'en fait, ça demande quand même pas mal. On vient chauffer le bois et on va chauffer la pâte, on va dire, pour reconstituer le panneau, et on vient le sécher après. Donc ça demande pas mal d'énergie, surtout en panneau rigide. C'est pour ça que dans le graphique ici, on voit que fibre de bois très haute densité, ça fait partie des matériaux quand même qui ont une énergie grise assez importante. Le parcours, on va dire, pour fabriquer des panneaux. Donc, on a ici les chutes de scierie avec les plaquettes. On vient les hacher et les défibrer. Donc, le défibrer, c'est séparer les fibres de bois pour avoir vraiment la plus petite partie. On vient ensuite rajouter de l'eau et les liants pour créer comme une pâte. Cette pâte, on vient former une épaisseur d'isolant souhaitée. Ensuite, on vient la sécher ici pour avoir la constitution de ce panneau-là. Et puis après, on vient la découper et le stocker pour avoir ces panneaux qui peuvent avoir plusieurs épaisseurs différentes, plusieurs formes différentes, plusieurs formats différents.
sur les matériaux locaux, donc Samy va pouvoir vous en parler. Oui, alors bon, les matériaux locaux, la définition, c'est un matériau dont la distance d'approvisionnement entre le lieu de fabrication et le chantier est faible. Il n'y a pas vraiment de critères précis, il n'y a pas de, je veux dire, de rayon maximum. Donc bon, ça laisse une grande part à l'interprétation. Néanmoins, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui se demandent quels matériaux biosourcés on a, nous, ici dans la région locale. Il y en a un qui est produit localement en Camargue, qui est la balle de riz. Donc, diapo suivant, s'il te plaît. Ouais. Donc, la balle de riz, c'est ça. Donc, c'est un sous-produit dérivé du décortiquage de riz qui permet de transformer le riz récolté en riz comestible. Donc, c'est l'espèce de. C'est l'équivalent de la paille, en fait, pour le foin. Et il y a une petite vidéo qui montre. Voilà. Donc, on a une petite vidéo. Alors, on a testé tout à l'heure. Normalement, vous n'aurez pas le son, donc je vais essayer de vous la commenter. Voilà, vous commentez cette vidéo-là. Je pense que ça fera l'affaire. Donc, sur la balle de riz, donc là, c'est une personne qui construit sa maison, une maison bioclimatique en bois. Et donc là, c'est de la balle de riz avec des caissons, donc avec de la balle de riz. Donc là, il remplit ses murs. Donc ces murs, ils sont placés à l'horizontale et il remplit ses murs avec de la balle de riz de ossature bois. Donc d'abord, il tasse avec les pieds sur les côtés, puis après, il passe le rouleau pour vraiment compacter, parce que c'est très important que la balle de riz soit compactée, soit bien compacte, pour éviter le tassement par la suite. Donc là, il indique que la mise en place est assez facile, qu'il faut calculer le volume pour définir combien de bottes il aura besoin par panneau. Donc il fait son calcul de volume, 350 kg de bottes, il a besoin de 3 bottes pour 2 panneaux, etc. Donc il définit que l'intérêt majeur, c'est la mixité, c'est pour le confort d'été et le confort d'hiver, c'est ce qu'on vous a présenté déjà tout à l'heure, la capacité à retenir la chaleur de la balle de riz. Voilà. Donc il définit que il définit que c'est un des meilleurs matériaux pour lui sur ce confort d'hiver et d'été. Donc là, il répartit bien l'isolant dans l'ossature. Donc là, c'est l'entreprise de bois, d'ossature bois, qui dit que c'est la première fois qu'il met en place ça, mais il est très intéressé par ce genre de produit. Ça fait évoluer son métier et voilà, il est très, très content d'innover un peu avec ce procédé-là. Donc il dit que ça lui fait prendre un peu plus de temps que d'habitude, mais qu'il pourra après reproduire ça sur d'autres chantiers. Donc on voit là, il ferme l'ossature avec le panneau OSB, et puis après il vient remonter le mur qui est isolé. Voilà. Donc là, la personne dit qu'il est très bien, notamment au niveau d'énergie grise, il stocke du carbone avec le bois, il stocke du carbone avec la balle de riz. Donc il définit aussi et aussi c'est un matériau qui vient de Camargue, donc qui est très, très performant. Donc là, après, on se retrouve justement en Camargue chez un producteur, chez un riziculteur, avec notamment l'association Bâtir en Balle, une association qui a développé ces matériaux-là, qui a développé l'approvisionnement de ces matériaux-là. Donc là, il y a des échantillons de matériaux qui sont montrés. Il y a la balle de grand épeautre, la cosse de sarrasin, la balle de petit épeautre. Il y a plusieurs autres matériaux qui peuvent être utilisés. Et là, vous voyez derrière, il y a plusieurs tonnes de balles de riz qui sont à la base d'un déchet en fait, qui n'était pas utilisé, ou très peu utilisé pour les litières animales, par exemple. Et là, du coup, il trouve une valorisation grâce à l'isolation. Voilà, donc Pierre Delot, donc, qui dit que ça a commencé en 2004. Il a vu une personne, un Américain, faire sa maison comme ça, isoler sa maison comme ça. Il s'est intéressé à ça sur Internet. Et du coup, il a voulu développer ça. Il a contacté les riziculteurs autour en Camargue, pour voir un peu, essayer de caractériser la performance et voir si c'était possible ou pas. Donc là, l'entreprise dit que c'était un déchet. À la base, c'était vraiment un déchet. Ils mettaient dans des silos. Ensuite, ils ont commencé, comme je vous le disais, à l'utiliser pour les litières animales.
Et puis ensuite, pour l'isolation, quand ils ont commencé à fabriquer du riz. Donc là, on voit les bottes qui sont compressées. Et donc, ils valorisent leurs produits. Et donc, on voit sur le chantier la botte qui a été amenée. Donc, ils ont une presse, ils ont l'artiste dans une presse qui permet de compresser vraiment avec des grosses masses volumiques pour pouvoir en transporter beaucoup plus sur un camion. Donc, ils peuvent transporter jusqu'à 25 tonnes de balles de riz sur leur camion. Et donc là, après, il y a la mise en œuvre. Voilà, et là, bon, après, on va passer, il définit que voilà, c'est une maison performante, mais ça, on le sait en tout cas avec une isolation performante. Voilà, ça. Voilà, donc ouais, on voit bien que à la base, donc la balle de riz, c'est un déchet et ça permettrait d'isoler potentiellement 1000 maisons par an à l'état actuel de la production. Euh, donc pour isoler une maison de 100 mètres carrés, il faut à peu près 10 tonnes de balles de riz, qui correspond à environ 4 tonnes de carbone stocké. Donc si on fait la répartition, on met un tiers dans le plancher, un tiers dans les murs et un tiers dans la toiture. Voilà, c'est particulièrement conseillé pour la toiture et les planchers bas. Voilà. Là, justement, je rebondis sur la question qui est posée dans le chat. Ouais. Effectivement, c'est possible pour les combles perdus. C'est même, en général, c'est plutôt là qu'on essaie de les mettre, dans les combles perdus et dans les planchers, tout ce qui est horizontal. Après, le problème, ça peut être le poids, parce que c'est un isolant qui est assez lourd par rapport à d'autres isolants. Donc, il faut voir si la composition du plancher bas de votre toiture et voir comment ça peut être fait et quel prestataire. On vous mettra les liens après dans le mail qu'on vous enverra avec les possibilités pour trouver ces isolants-là. Du coup, et après, la troisième grande famille, ça va être les matériaux recyclés. Donc là, on a pris un exemple aussi. Donc la définition matériaux recyclés, bon, elle est assez simple aussi. Hein, c'est fabriqué à partir de matières ayant déjà servi. On va prendre l'exemple de la ouate de cellulose. Alors, la ouate de cellulose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du papier journal qui est recyclé. Donc, il est récupéré et qui est recyclé. Donc, il est d'abord déchiqueté, broyé et défibré, un peu comme la fibre de bois, réduit en flocons. Ensuite, il est stabilisé par des agents ignifugeants, notamment du sel de bore, donc des traitements feu et traitements fongiques. Et puis ensuite, il est conditionné, emballé, soit en vrac, soit en panneau, majoritairement en vrac quand même. Ce qui est intéressant sur ce matériau-là, c'est que ça requiert peu d'énergie, parce qu'il y a pas on ne chauffe pas, il n'y a pas de combustion, il y a pas, voilà, et pas d'eau non plus, il n'y a pas d'eau qui est utilisée pour ce matériau-là. En termes de répartition, la grande majorité, c'est utilisé en vrac, en soufflage, donc en comble perdu par exemple, si on rebondit sur la question. Un peu en insufflation, donc en insufflation, c'est ce qu'on voit ici, c'est soufflé sous pression. Contrairement au vrac en soufflage, là c'est insufflé, donc c'est soufflé dans les murs en général sous pression pour éviter que ça se tasse, on balance l'isolant sous pression. Et puis après un petit peu sous forme de panneau, de rouleau, mais c'est quand même très marginal. On va passer du coup aux idées reçues qu'on pourrait avoir sur ces matériaux-là. J'en ai vu aussi qu'il y en avait un petit peu dans le chat, mais on va commencer sur ces idées-là. Ouais, il y a plusieurs idées reçues par rapport aux écomatériaux et aux biosourcés. Notamment, la première, c'est qu'ils coûteraient beaucoup plus cher que les matériaux conventionnels. Bon, c'est pas forcément vrai. On trouve des écomatériaux à tous les prix. Surtout que dernièrement, ils sont de plus en plus répandus sur le marché, donc forcément leur prix mécaniquement baisse. Et après, s'agissant de la mise en œuvre, enfin je veux dire la main d'œuvre est pas forcément plus chère parce que la mise en œuvre est sensiblement la même que pour les matériaux classiques. Sur ce petit graphe, donc ça c'est une synthèse qui a été faite par Enertech, que vous pouvez retrouver sur prixgroup.com. Ils ont classé les différents matériaux d'isolation en fonction de leur prix, et on observe que sur les 5 isolants les moins chers, il y en a 3 qui sont biosourcés, et sur les 11 isolants les plus chers, il y en a seulement 3 qui sont biosourcés. Donc, nous, on nuance un petit peu la conclusion qui dit que les biosourcés sont moins chers que les isolants classiques, en disant que, en fait, on trouve à tous les prix. Hein. Vous voyez, le liège en panneau est très cher, et en même temps, la ouate de cellulose soufflée est parmi les moins chers. Donc
Donc, il y en a vraiment à tous les prix. C'est pas forcément vrai que tous les matériaux biosourcés sont plus chers que les matériaux conventionnels. Alors ensuite, il y a une autre idée reçue qui dit que comme c'est des matériaux végétaux, pour la plupart, ils sont facilement inflammables. Là, c'est pareil, c'est pas forcément vrai puisque, comme a dit Olivier, ils sont souvent traités, ils sont inifugés et ils sont aussi soumis à des normes et des avis techniques permettant de s'assurer de la sécurité des gens qui utilisent ces matériaux-là. Et surtout, en fait, ils sont mis en place dans des systèmes complets, sous ossature ou sous enduit. Et c'est cet enduit ou cette ossature-là qui va protéger du feu. Donc, c'est vraiment, ils sont mis en place dans des systèmes complets. Ce n'est pas que l'isolant, mais c'est un isolant qui est compris dans un système. Et c'est ça qui rend le système performant au niveau de la résistance et au niveau de la résistivité au feu. Donc, troisième idée reçue, ils vont mal vieillir. Là, on a pris l'exemple pour illustrer cette idée reçue de la maison Feuillette qui a été construite en 1920. C'est une première maison en paille porteuse et on voit bien qu'en 2017, elle est toujours debout et elle est plus belle que pendant ces jeunes années. Donc voilà, encore une idée reçue. Donc, une autre idée reçue qui peut être, et je crois qu'il y a eu la question aussi, qui sont difficiles à mettre en œuvre. Les artisans maîtrisent difficilement ces matériaux récents, c'était une question sur le chat. Donc, il existe des règles d'exécution établies avec des retours d'expérience assez nombreux et des bonnes pratiques sur différents matériaux, la paille et d'autres matériaux. La grande majorité des écomatériaux, ils ne demandent pas de formation spécifique pour être mis en œuvre. C'est les mêmes techniques plus ou moins que les matériaux plus conventionnels. Cependant, oui, certains matériaux ont des caractéristiques un peu différentes, mais dans la majorité des cas, c'est pas une grande technicité, une grande difficulté pour les mettre en œuvre. Ça reste dans la majorité des cas la même mise en œuvre. Cinquième idée reçue, ils ne sont pas assurables. Parfois, effectivement, on a ces retours-là. La majorité des écomatériaux sont considérés comme techniques courantes. Technique courante, c'est quoi en fait? C'est qu'ils ont été validés par des essais et par des expérimentations par les assureurs. Donc, les assureurs les considèrent comme d'autres techniques, comme d'autres matériaux, et ils peuvent être assurés sans problème. Certains matériaux, effectivement, assez marginaux, ne sont pas considérés comme techniques courantes. Là, après, c'est à voir avec l'assurance et à voir avec le conducteur. Le conducteur de travaux, voir un peu ce qu'on peut voir, mais dans la grande majorité des cas, toujours, c'est des techniques courantes maintenant qui sont validées. Il y a des guides il y a des guides par exemple sur la paille, des cahiers techniques de prescription. Enfin, il y a tout un tas de points qui peuvent être utilisés pour valider la technique. Là aussi, il y a eu la question dans le chat, donc on a bien préparé. Alors, l'approvisionnement est compliqué. Alors, il y a de plus en plus de magasins spécialisés, même si c'est vrai que ça ne reste pas la majorité, mais il y a de plus en plus de magasins spécialisés. Et comme on l'a vu sur la vidéo, pour les chantiers importants, les fabricants peuvent directement livrer sur les chantiers. Après, c'est sûr que ça dépend. Pour la balle de riz, c'est le cas. Pour d'autres matériaux, peut-être un peu moins selon la taille du chantier. Mais en général, on arrive quand même à trouver ces matériaux-là. Et après, à la fin, on vous donnera les liens vers les entreprises RGE, les entreprises référencées autour de chez nous, mais ces entreprises sont tout à fait capables de mettre en place ces matériaux-là. Et dernière idée reçue, ça va être sur ils peuvent attirer les nuisibles. Donc on entend effectivement souvent les insectes, les rongeurs, et ces matériaux-là peuvent être plus sensibles à ces insectes et ces rongeurs. Alors, il y a une évaluation technique qui est faite, donc il y a des essais, il y a des vérifications qui sont faites, qui est assez exigeante sur ce point-là. Si on prend le cas de la paille, par exemple, qui de prime abord pourrait être concernée par ça, en fait, elle n'est pas vraiment concernée parce qu'elle est mise en œuvre compressée dans des cloisons étanches, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en l'absence de graines, ce n'est pas vraiment une source de nourriture importante pour les rongeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, dans la majorité des cas, c'est souvent la mise en œuvre la plus importante, que ce soit des matériaux végétaux, minéraux ou issus de la pétrochimie. Si la mise en œuvre est bien faite, il n'y aura pas de problème, notamment via des grillages pour les rongeurs, pour éviter que
voilà, ils puissent rentrer et s'y installer. Mais c'est pas lié au matériau, c'est vraiment lié à la mise en œuvre. On a été plus rapide que prévu. Du coup, ça nous laisse plus de temps pour répondre aux questions qui ont déjà été posées et puis aux questions que vous auriez actuellement. Du coup, je vais activer le micro d'Anaïs si elle veut nous donner les questions. Alors, j'ai une question de Monsieur Schiffer qui voulait savoir si la chaux était considérée comme un matériau biosourcé. Comme un écomatériau. Alors la chaux, ça demande donc c'est ça va à la base de calcaire. Ça demande quand même pas mal, enfin quand même une quantité d'énergie non négligeable pour être produite, même si c'est effectivement un matériau performant et qui est un matériau qui est aussi perméable à la vapeur d'eau. Donc pour faire des enduits, ça permet d'éviter que l'eau soit bloquée à l'intérieur de la paroi. Après, est-ce que c'est considéré comme un écomatériau? C'est pas un matériau biosourcé. Ça pas forcément un matériau recyclé. Ça peut être un matériau en circuit court. Voilà. Après, comme je disais, la définition, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, moi, je considérais ça effectivement comme un écomatériau. Mais après, dans quelle famille le ranger, à voir. Question suivante de Louise. Est-ce qu'il y a des exemples d'immeubles R+10 type résidence sociale privée rénovée en ITE, donc en isolation par l'extérieur, utilisant des écomatériaux? R+10, ça commence à faire. Je sais que sur la paille, par exemple, à l'isolé avec de la paille, on peut aller jusqu'à R+2, R+3. Ça, c'est bien validé par les essais, par etc. Après, on va noter la question, on va rechercher et puis on répondra. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple précis. Mais ça doit exister, je pense. Ouais, ça doit exister, mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple précis. On va trouver s'il y en a, on va les trouver. On vous mettra les liens dans le mail de réponse. Question de Catherine. Question hygrométrie. Alors, j'ai beaucoup de versions contradictoires sur le pare-vapeur. Contexte égale isolation des combles perdus d'une maison des années 70 sur une vieille laine de verre d'origine posée en panneau. Est-il indispensable? Samy, tu veux répondre ou... Moi, j'ai ma connexion qui est en train de... C'est vachement entrecoupé, en fait. Ah, bon, je vais répondre du coup. Alors, sur le pare-vapeur, est-il indispensable? Le pare-vapeur, donc, si on reprend notre petit exemple sur l'humidité, le pare-vapeur, c'est là pour éviter que l'humidité traverse le matériau. Comme son nom l'indique, ça part la vapeur, donc ça évite que la vapeur traverse. C'est un matériau qui n'est pas du tout perméable. Donc, en général, le pare-vapeur, dans les années, quand les maisons étaient construites en grand nombre, dans les années 70-80, on mettait de la laine de verre, le pare-vapeur était intégré à la laine de verre, il était sous l'isolant s'il était bien posé, donc toujours côté chaud, voilà. Là, si j'ai bien compris, isolation de comble perdu d'une maison de 70 sur une vieille laine de verre, voilà. Donc, si on rajoute de l'isolant, si le pare-vapeur est déjà présent, il n'y a pas besoin d'en rajouter un autre s'il n'est pas dégradé, etc. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en rajouter un sur l'isolant qu'on met. Si on en rajoute un sur l'isolant qu'on met, là, on peut effectivement bloquer la vapeur d'eau qui pourrait être passée à travers l'ancien isolant. Donc, pas de pare-vapeur si on rajoute de l'isolant. Voilà. Après, s'il n'y a pas de pare-vapeur ou si l'isolation est dégradée, on peut enlever l'ancienne isolation, mettre en place une membrane d'étanchéité, donc un pare-vapeur, et puis isoler par-dessus. J'ai une question de Monsieur Yves. N'est-il pas question d'aide particulière pour l'utilisation de ces écomatériaux? C'est une bonne question. Ça dépend des aides financières. La majorité des aides financières, non, il n'y a pas d'aide spécifique pour ces matériaux-là. Après, il y a quand même une aide de la région et une aide du Pays d'Aix qui effectivement prennent en compte, qui ont un bonus si on utilise des isolants biosourcés. Donc là, c'est vraiment sur le biosourcé, qui ont un bonus, voilà, que l'aide financière est un peu plus importante. Après, je vous laisse
consulter soit le webinaire sur les aides financières qui a été fait il y a quelques jours, soit après nous contacter directement pour avoir un détail des aides financières mobilisables selon votre projet. Ce que je n'ai pas dit au début, mais vous aurez les liens à la fin, c'est qu'effectivement, après, pour des questions vraiment sur votre projet, vous pouvez contacter un conseiller et prendre un rendez-vous téléphonique avec lui. Soit si vous êtes sur le pays d'Aix via cette adresse-là, soit si vous êtes sur la métropole marseillaise via ces coordonnées ici. Je rebondis sur la question de Yves. L'aide en question là, dont tu parles, Olivier, c'est le chèque énergie durable. Tout à fait. Donc là, c'est une aide qui est spécifiquement pour les combles perdus. Donc, quoi qu'il arrive, elle est plafonnée à 1 000 €. Par contre, voilà, elle est de 10% si vous utilisez des matériaux conventionnels. Elle passe à 25% si vous utilisez des matériaux biosourcés. Je vous laisse consulter notre FAQ. En fait, sur le site de l'ALEC de la métropole marseillaise, vous avez toute une rubrique sur les aides financières où vous trouvez plus de détails, notamment sur cette aide-là, le chèque énergie durable. Je rebondis sur aussi la remarque de Fabienne. Effectivement, ça a été peut-être un peu rapide. Après, comme je vous l'ai dit, vous pourrez revoir la vidéo dans quelques heures, dans quelques jours. Vous pourrez revoir la vidéo pour bien reprendre les notions qui auraient peut-être été abordées un peu rapidement. Et puis après, sur un projet, si vous avez un projet, des questions plus précises, vous pouvez nous contacter directement à cette adresse-là pour qu'on puisse en discuter vraiment, prendre le temps d'en discuter en détail. J'ai une remarque de monsieur et madame Doumé qui nous dit qu'on n'a pas parlé du béton de chanvre. On n'a pas parlé du béton de chanvre, effectivement. Le béton de chanvre, effectivement, c'est un matériau biosourcé, puisque c'est le chanvre. Il était dans le schéma, je ne sais plus quel schéma, non, pas celui-là, si je crois qu'il était là. Béton de chanvre. Non, il n'était pas. Mais oui, le béton de chanvre, de même que le chanvre, donc ça peut être soit le chanvre, donc l'isolant des panneaux de chanvre qui peut être utilisé, soit de béton de chanvre, donc qui peut être utilisé en correction thermique ou en isolation. Ça fait partie des matériaux biosourcés et parfois locaux, mais en général plutôt biosourcés. Et c'est une solution assez intéressante en correction thermique et en isolation pour éviter, notamment au niveau hygrométrique aussi. C'est un matériau qui est pas mal pour gérer les flux de vapeur d'eau. Question de Yves. Existe-t-il à votre connaissance des panneaux trilates dont la partie isolante est en écomatériaux? Alors les panneaux trilates, pour définir ce que c'est des panneaux, on va dire des panneaux sandwich. Donc en fait c'est une couverture de toiture où l'isolant est déjà intégré. Donc c'est des panneaux où il y a la couverture, on va dire, et la toiture et l'isolation intégrée. En écomatériaux, à ma connaissance, non. Parce qu'en général, c'est soit du polyuréthane, soit du polystyrène. C'est possible qu'il y en ait en fibre de bois. Là, comme ça, j'ai pas vu encore ce type de choses, mais c'est possible que ça existe. Mais là, comme ça, je ne peux pas vous donner de coordonnées ou de détails sur ça. Question de Isabelle. Que pensez-vous de l'isolation terre-paille? L'isolation de terre-paille, oui, c'est à voir. Après, en fait, c'est plus lié à un système constructif. C'est sûr que si on veut avoir une isolation qui respecte les critères de performance actuels avec terre-paille, en général, il va falloir quand même mettre une certaine épaisseur d'isolation. Donc, ça va être plus de la correction thermique a priori que vraiment une isolation performante, à moins d'en mettre une épaisseur importante. Mais en tout cas, pareil, ça laisse bien transiter la vapeur d'eau et il faut voir la performance du mélange, justement, quelle performance on a avec ces isolants-là. Et sur le principe, effectivement, c'est des matériaux performants au niveau environnemental. Après, avoir la performance atteinte selon l'épaisseur qu'on installe. Question de F. Vous avez dit que la laine minérale était non perméable à la vapeur d'eau. Pourriez-vous expliquer l'incidence que cela peut avoir? La plupart des maisons des années 1960-1990
et pourtant étaient isolés en laine Ouais. minérale. Alors, si j'ai dit ça, c'est que je me suis trompé, mais je crois pas avoir dit ça. La laine de verre, la laine minérale, la laine de verre et de roche, elles sont perméables à la vapeur d'eau. Par contre, ce que j'ai dit, il me semble, c'est qu'elles sont non capillaires. C'est-à-dire qu'elles laissent transiter la vapeur d'eau, mais par contre, elles ne laissent pas transiter l'eau liquide. Donc, l'eau liquide, donc, en termes de vapeur d'eau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met un pare-vapeur, puisque si elles n'étaient pas perméables, on n'aurait pas besoin de mettre de pare-vapeur. Donc perméables à la vapeur d'eau, au même titre que la ouate de cellulose, le chanvre, le bois ou autre, elles sont perméables à la vapeur d'eau. Elles laissent transiter la vapeur d'eau. Par contre, elles ne sont pas capillaires, donc c'est pour ça que dans l'exemple du mur ancien, si on isole ici avec de la laine minérale, comme si l'eau liquide ici, enfin si la vapeur d'eau se condense et au niveau liquide, elle ne pourra pas s'évacuer via la laine minérale sous forme liquide. Et quelles conséquences ça peut avoir l'incidence, c'est qu'on met en place un pare-vapeur pour éviter qu'il y ait la vapeur d'eau qui traverse la paroi et soit bloquée dans la laine de verre et ne puisse pas s'évaporer. Et je rebondis sur la question tout à l'heure, lorsqu'on réisole, il faut veiller à pas remettre de pare-vapeur par-dessus, sous peine de vraiment bloquer la vapeur d'eau et donc l'eau liquide. D'accord. Question de Aurélie. Avez-vous d'autres exemples de matériaux biosourcés dans notre région? Dans notre région, qui sont produits dans notre région, là comme ça, pas directement, ça doit peut-être exister, mais là comme ça, je suis un peu pris de court. Tout ce qui est bois, chanvre, non. Peut-être, mais là comme ça, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite. Question de Monsieur Enfin, Fischer. si, pardon, il y a tout ce qui est, on l'a vu dans l'exemple, on a vu la balle de riz, mais il y a aussi toutes les autres, notamment la balle de petit épeautre qui est produite dans le Nord Vaucluse, je crois. Voilà, mais c'est plutôt des matériaux type en vrac, soufflé, voilà, des coproduits de l'agriculture. Après, en matériaux qui sont le plus utilisés en général, donc ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre, et ouais, je connais pas vraiment de production locale. Alors du coup, on passe à la question de Monsieur Fischer. Pour le rez-de-chaussée d'une vieille maison de village avec un peu d'unité d'isolation chambre et chaud, semble logique pour que les murs puissent respirer. Pour la une vieille maison, chambre et chaud. Oui, tout à fait. Exactement, c'est ce que j'ai dit là, sur cette diapo-là. Le chanvre et la chaux sont bien perméables à la vapeur d'eau, donc laissent transiter, ne vont pas bloquer, et sont capillaires, donc ne vont pas bloquer si l'eau est transformée en état liquide. Ça va permettre de garder le fonctionnement hygrométrique de la paroi tout en améliorant la performance thermique et donc limiter le chauffage. Pour Monsieur Doumé, nous demande pour sa maison en passif, entre la ouate de cellulose ou le béton de chambre, quel est le mieux en fait? En termes de performance, la ouate de cellulose sera plus performante que le béton de chambre. Le béton de chambre, c'est pas vraiment considéré comme un isolant. Le chanvre est un isolant, mais le béton de chanvre, c'est pas directement un isolant. Donc, à épaisseur égale, on va dire que la ouate de cellulose sera beaucoup plus performante. Après, à voir selon, mais à épaisseur égale, la ouate de cellulose sera plus performante. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Matériau plus performant pour isoler pièces par l'intérieur sous un toit terrasse avec une épaisseur ne dépassant pas 10 cm. Alors, avec une épaisseur ne dépassant pas 10 cm, ça va être compliqué d'atteindre les performances requises, notamment pour les aides financières, et aussi pour avoir vraiment un confort optimal. Après, on l'a vu un peu, les matériaux biosourcés auront une performance meilleure en été. Après, quel matériau plus performant le biosourcé va avoir une performance meilleure en été, mais après 10 cm, ça va pas être non plus
au niveau de l'isolation recommandée. Remarque de Fabienne, faut commander de la paille à un producteur de céréales qui la presse dans les règles de l'art. Oui, en fait, la presse, c'est plus pour faciliter le transport. Comment la presse, on peut mettre plus de volume, enfin, on peut mettre le même volume, mais donc plus de poids sur le transport. Mais après la paille, ça dépend après des ballots, ce qu'on met. Ouais. Je pense qu'on a terminé plus ou moins avec les questions. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les envoyer encore dans le chat. On va laisser la session ouverte encore pendant quelques minutes. Et ensuite, on a enregistré le chat. On va répondre aux questions après auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis, on vous enverra tout ça. On vous enverra tout ça par le lien par mail. On vous enverra le lien par mail pour tout ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, approfondir tout ça, vous pouvez contacter les conseillers à ces coordonnées-là. On peut faire des rendez-vous téléphoniques, on peut répondre à toutes ces questions-là. On est là pour ça. Et puis, vous serez informé des autres webinaires qui suivront. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.